quand vous pensez à tout ce que l'homme noir peut endurer de discrimination, dont on ne parle même pas, et dont on ne va même pas repérer un fait de racisme, c'est-à-dire c'est banalisé, ça fait partie de l'ordinaire, ça fait partie de la normalité. Amnesty a sorti 2 rapports sur les violences policières en France. Il n'a rien changé. A fait des recommandations sur les violences policières, rien changé. À l'époque, en 2007, il y avait encore un organe qui s'appelait la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, et qui aujourd'hui est remplacé par le défenseur des droits. Et donc là, c'est pareil. Cet organe-là avait fait des recommandations, rien à foutre. Si l'on veut rompre avec ce phénomène-là, c'est toute une société globale qui doit en prendre conscience. L'Afrique du Sud accueille la conférence de l'ONU contre le racisme. À l'ordre du jour, l'esclavage vécu pendant des siècles par les pays africains. La déclaration est le programme d'action de Durban, adopté en 2001, lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance, reconnaissent les personnes d'ascendance africaine qui continuent de subir des discriminations, héritage historique de l'esclavage des Noirs. Excellences et Mesdames et Messieurs, chers collègues, en acceptant d'accueillir l'édition 2011 de cet événement en son siège, l'UNESCO a voulu l'associer à un agenda international particulièrement riche cette année. Le 2011, d'ailleurs, marque le 10e anniversaire aussi de la déclaration de Durban et également l'année internationale des personnes d'ascendance africaine. Au terme de cette année internationale 2011, il a été constaté que malgré les actions menées par certains États, les organisations internationales et la société civile, l'ampleur du travail à accomplir pour faire avancer significativement les droits des personnes d'ascendance africaine ne pouvait en une seule année donner des résultats à la hauteur des attentes. 2011 est passé sous silence. La France avait choisi de faire de 2011 l'année du Mexique. Un grand fiasco entaché par des relations diplomatiques tendues. La cacophonie autour de cette année fiasco n'a pas permis une meilleure communication autour de l'année internationale dédiée aux personnes d'ascendance africaine. Voici quelques images qui illustrent cette année 2011. 7 mai, rencontre société civile coordonnée par le Mouvement international pour les réparations, en partenariat avec le collectif du 10 mai de Nantes, le comité d'organisation du 10 mai et le collectif Vivolet. Une rencontre présidée par Martin Okeke, président de MIR France, anciennement président de Nido France, organisation créée par l'État du Nigeria sous la présidence de M. Obasanjo. 8 mai, cérémonie au square Toussaint l'Ouverture. Suivi de la 6e édition de la Marche des esclaves. Marche en mémoire d'Africains déportés et réduits en esclavage, avec la participation de la militante Malak Shabazz, la fille de Malcolm X. Dowoti Désir. La militante Dowoti Désir, présidente du DDPA Watch Group, observatoire des mémoriaux de l'esclavage et de la mise en œuvre de la déclaration du plan d'action de Durban.
Banky Foster Banky, diplomate très actif lors de la conférence de Durban en 2001 et spécialiste de la ségrégation aux États-Unis et de l'apartheid en Afrique du Sud. Et Alain Ancelin. L'égyptologue et auteur de Le refus de l'esclavitude aux éditions du Boiry. On est arrivé avec autre chose, avec une idée de liberté. Le 10 mai 2011, toutes ces personnes et d'autres comme Julia Wright et le professeur exhumateur du Code noir participeront au colloque de l'UNESCO pour pousser l'agenda des réparations liées aux crimes coloniaux. Nous allons commencer notre séance de cet après-midi en salle 2. On notera que cette date marquait aussi les 30 ans de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Rares étaient les élus et autres personnalités de gauche aux côtés de Christiane Taubira au Jardin du Luxembourg, lieu où se déroulent les célébrations officielles du 10 mai depuis son instauration en 2006, 5 ans après la loi criminalisant l'esclavage des Noirs. L'homme est indestructible, c'est ce que nous enseigne cette histoire. Et lorsque nous regardons la situation d'oppression, lorsque nous regardons les circuits de traite des êtres humains aujourd'hui, lorsque nous regardons les pays où se pratique encore la traite et l'esclavage, lorsque nous regardons aussi les pays où s'acheminent les victimes de cette traite, nous constatons que le monde s'est configuré à cette époque-là, de cette façon-là, et que les circuits et les réseaux sont directement issus de ce qui a été mis en place pendant ces siècles de traite et d'esclavage. Voilà la continuité de ce système, de cette histoire, de cette conscience, de ce refus. Et ce refus, nous le faisons en toute sérénité, tranquillement, parce que nous le faisons sur la base des valeurs, sur la base de nos idéaux. Et ces idéaux, nous les partageons comme ceux qui ont été esclaves, ceux qui ont marronné et ceux qui, en Europe, ont protesté, ont partagé les valeurs de ce temps-là. Ils avaient une grande conscience morale. Ils avaient une grande force éthique et puis ils avaient une grande volonté de mettre à bas ce système. Je vais accorder la parole maintenant à M. Peter Lema. Bonjour à tous. 2011, 10 ans de la loi Taubira, 2011, 10 ans de la conférence de Durban, 2011, 30 ans depuis l'abolition de la peine de mort en France. En amont de cette rencontre inédite et peu relayée par les médias, une scène inhabituelle s'est produite au Jardin du Luxembourg. Nous sommes sous la présidence de Nicolas Sarkozy et Madame Françoise Vergès est présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Chose qui nous semble fondamentale, c'est d'avoir le droit de commémorer notre histoire. La première chose qui nous semble fondamentale, c'est d'avoir le droit de commémorer notre histoire. Attends, on n'a fait pas. On les gars, on les encage. On les encage gentiment en souplesse. On veut savoir. Ça, vous aussi, est-ce que vous vous comporteriez comme ça avec tout le monde? Vous vous comporteriez comme ça avec tout le monde? Suivez-moi, par là. Je viens réclamer le corps de mon frère, que l'on nous a arraché. Nous sommes au Parlement européen et je reçois la brigade anti-négrophobie et je reçois également Madame Roka Diallo qui est une militante, une activiste de la question de la lutte contre les discriminations faites aux Noirs en France et en Europe. La brigade anti-négrophobie s'est fait notamment connaître par le grand public pour ses actions menées en France, mais aussi par le fait que le 10 mai dernier, au Jardin du Luxembourg, alors qu'on rendait hommage aux esclaves et à leur combat, ils ont été refoulés par la police française au seul motif qu'ils portaient un t-shirt noir écrit en blanc « Brigade anti-négrophobie ».
Ça a été la seule raison, puisque administrativement, ils étaient en règle, ils avaient procédé de manière régulière à leur inscription pour participer à cette cérémonie et ils avaient le droit d'être là en tant que membres de la diaspora africaine à l'occasion de cette cérémonie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacob Bicep. On est heureux d'être accueillis ici au Parlement européen, d'une part parce que ça permet de casser un mythe, c'est-à-dire le mythe du noir sauvage, parce qu'effectivement, le fait qu'on nous ait expulsés du jardin du Luxembourg n'a pas permis, en tout cas, à laisser supposer aux gens qu'on était forcément coupables, comme ça arrive souvent dans les contrôles aux faciès, etc. Le noir, quand il ne peut pas se justifier, est forcément coupable. En rentrant dans le Parlement, ça montre de manière implicite que ce n'est peut-être pas nous le problème, et nous on pense que ce n'est pas nous, mais on le dit de manière ironique, mais peut-être la France qui n'accepte pas de se poser la question noire, de faire preuve de la réalité de la liberté d'expression et de mouvement. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on voulait démontrer, c'est qu'il existe toujours, malgré la propagande, une négrophobie qui est institutionnalisée à travers les contrôles aux faciès, la discrimination raciale au logement, la discrimination raciale à l'embauche, et que l'arme négrophobe qui a permis l'application de l'esclavage des Noirs et ensuite qui a été relayée par la colonisation, s'est manifestée sous d'autres formes et s'applique aujourd'hui à travers des pratiques institutionnelles beaucoup plus vicieuses. Plusieurs pays, au niveau national, refusent de reconnaître le racisme spécifique qui est subi par les populations noires et briment les militants qui osent l'exprimer effectivement de manière très visible avec des t-shirts, mais de manière non violente, rappelons-le. Alors pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui parce que c'est aussi un moyen de montrer que la France appartient à une entité juridique qui s'appelle l'Union européenne qui permettent aux citoyens européens de disposer de leviers pour interpeller les communautés nationales qui restent aveugles à certaines discriminations et à certaines injustices. Il faut rappeler quand même que les Européens, les Noirs européens composent entre 7 et 10 millions de la population européenne, ce qui est énorme. Ils sont des citoyens européens à part entière. Ils ont participé à la construction de l'Europe. Aujourd'hui, ils votent, ils travaillent en Europe, ils sont scolarisés en Europe et ils sont toujours perçus comme des populations étrangères. Il est temps aujourd'hui de montrer que ce sont des populations qui sont non seulement légitimes et qu'il est scandaleux et qu'il est inacceptable qu'elles soient encore exposées à des discriminations sans que les États européens ne prennent les dispositions nécessaires pour que cela cesse. Donc aujourd'hui, je pense que j'espère en tout cas que c'est le début d'un travail qu'on va opérer au niveau européen pour contraindre des pays comme la France, on a cité la France mais il y en a d'autres, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et d'autres pays européens, les contraindre d'adopter des mesures qui permettront enfin de dépasser cette question du racisme. Dans le collectif qu'on a monté en 2009 qui s'appelle donc Vivoler, dedans il y a une dizaine de familles et aucune de ces familles n'a obtenu l'ouverture d'un procès. Parce qu'on est là en fait. C'est-à-dire il y a une instruction, il y a un juge qui va nous dire s'il y a suffisamment d'éléments, de matière à ouvrir un procès. Et donc dans nos cas, mon frère est mort tout seul en fait. Adama Traoré est mort tout seul aussi. Aboubakari Tandia est mort tout seul. Tina Seba est morte toute seule aussi. Baba Traoré, c'est la même chose. Et je peux continuer toute la soirée à vous lister les noms. Aucune n'a obtenu justice. De l'histoire déniée au déni de justice. Thème : racisme anti-noir, conférence de Durban, loi Taubira, lutte panafricaine d'hier et d'aujourd'hui. En février 2016, quelques mois avant la tenue de la deuxième édition de cette conférence, initiée par le Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir et l'Université populaire africaine de Genève, des militants, artistes et chercheurs du Centre de ressources Afrique-Loire, du collectif Case Rebelle, du Cercle du Marronnage, en collaboration avec le Mouvement international pour les réparations, ont proposé un programme d'activités autour du thème de l'histoire déniée au déni de justice. Il faut voir aussi un petit peu cette programmation qui se colle complètement justement à cette lutte que nous sommes en train de mener. Dans le cadre du programme qui m'a amené ici, donc de l'histoire déniée au déni de justice, je suis intervenue hier au soir sur le racisme anti-blanc, une expression présente de la négrophobie et de la domination eurocentrée. Il est très important d'aller chercher son histoire. Comme disait le grand Marcus Garvey, un arbre sans racines est un arbre qui est destiné à mourir.
Et aujourd'hui, le constat que nous faisons à travers le cercle du marronnage, c'est de revenir sur l'histoire et de bien comprendre son histoire. J'ai appris mon histoire en arrivant en métropole le 12 octobre 1982, en mettant mon pied sur le sol métropolitain. C'est là que j'ai commencé à apprendre mon histoire. De toujours dire qu'effectivement que le grand frère, celui qui est resté sur le continent, nous avait vendus. C'est ce qui vous a été inculqué. Ce qui vous a été inculqué. Et puis aussi de dire aussi que nos ancêtres les Gaulois. Donc à travers tout ce que nous faisons, la revendication des réparations, le travail de fond que nous faisons, à travers donc le cercle du marronnage, c'est ce lien que nous faisons. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce lien que nous faisons aujourd'hui entre la Caraïbe et le continent mer. Voilà, nous sommes qu'un. J'aime beaucoup le continent mer. Oui, le continent mer, c'est la matrice. L'école coloniale, qui est quand même l'école qui a façonné plusieurs générations, qui a façonné nos élites, c'était une école idéologique qui apprenait à s'extraire de son identité. Et donc, cette entreprise de mener les gens à s'extraire d'eux-mêmes, elle continue encore aujourd'hui. Sauf que voilà, les acteurs ont changé, ce ne sont plus les mêmes acteurs. Et l'école postcoloniale n'est pas une école, ne s'est pas voulu une école idéologique, c'est-à-dire de réintégrer son africanité. Cette aliénation mentale, elle était désignée par Frantz Fanon comme celle du colonisé. Mais cette figure du colonisé, je crois, et c'est mon travail, qu'il faut, au lieu de toujours se centrer sur elle, il faut la confronter à la position du colonisateur. Parce que c'est un rapport que nous avons là, un rapport colonisateur-colonisé. Or, on focalise surtout sur la victime. Donc moi, dans mon travail, je m'intéresse beaucoup plus au victimaire, c'est-à-dire à celui qui va perpétrer les faits préjudiciables qu'à la victime. Ça fait quelques années qu'on a créé cette université populaire. C'est un espace qu'on a ouvert tout justement pour faire passer ce type de message, pour faire passer ce type d'enseignement. On a réussi dans pas mal de choses, mais je ne me suis pas rendu compte de la solidité et de l'imprégnation profonde de ce que représente l'aliénation pour les Africains. Et je pense qu'avec des expériences comme ça, on arrive à prendre beaucoup et de voir comment ajuster le tir aussi. Moi, si je devais recommencer avec cette université populaire, je commencerais d'abord par créer une brigade. Je ferais assiéger les gens avec des brigades de jeunes pour leur parler de l'Afrique, pour les réconcilier avec l'Afrique, non pas pour aller leur vendre, voilà, l'Afrique est belle, etc. Non, c'est dire tout simplement que, est-ce que, voilà, dans la communauté, est-ce que vous allez, lorsque vous allez faire vos emplettes, est-ce que vous allez vous adresser au commerce africain? Parce qu'il s'agit de promouvoir aussi notre savoir-faire, notre façon de pouvoir répondre à certains défis économiques.